Bonjour à tous, bienvenue au décryptage sur Madame Actu Télévision et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le Sénat béninois installé le 30 juillet 2026 a connu son tout premier président. L'ancien chef d'État Patrice Talon devient donc le numéro un du Sénat béninois à la faveur d'une élection qui a eu lieu au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Quelles sont les missions de ce Sénat-là et aussi le règlement intérieur qui a été adopté dans la foulée par et validé même par la Cour constitutionnelle du Bénin. On en parlera au cours de ce programme avec un analyste politique, consultant média, Jules Léandre Kitty. Bonjour à vous. Bonjour cher Einstein, bonjour à tous les amis internautes, tous les amoureux du label Madame Actutili. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Patrice Talon, président du Sénat béninois, était-ce prévisible? Oui, c'était prévisible, mais c'était pas dans l'absolu une assurance, c'était pas gagné totalement d'avance, mais c'était prévisible parce que il remplissait les conditions du statut d'ancien président de la République. Euh, il était dans les pronostics celui qui cochait plus facilement la case d'ancien président plus proche des réformes institutionnelles et politiques qui ont amené à la naissance du Sénat et aussi donc de son encadrement. On se disait à bon droit que il serait la meilleure personne, la personne la mieux indiquée pour donc présider le premier exercice quand même de cette institution à laquelle on n'était pas habitué. Alors au-delà de ça, il y avait aussi que les autres qui sont anciens présidents de la République, donc en tout cas pour quelqu'un comme moi, je me disais que pour le premier mandat, forcément, ils allaient opter pour un président du Sénat parmi les anciens présidents de la République. Et donc il n'y en a que trois actuellement. C'est Patrice Talon, c'est Yahi Boni, et puis c'est Nicéphore Soglo. Et vu l'âge de Nicéphore Soglo, et pour une institution qui a besoin qu'il soit installé, parce que c'est pour la première fois que c'est institué, qu'il y ait une institution qui aura besoin que son président fasse montre d'un dynamisme, d'un activisme un peu plus fort qu'on ne l'aurait attendu d'un patriarche comme Nicéphore Soglo. Et pour ce qui est de Yahi Boni, au regard des réticences qui avaient été les siennes par rapport à cette institution et au regard du contenu du message qu'il a passé quelques jours avant donc l'installation du Sénat, pour justifier pourquoi maintenant il change de position pour accepter siéger au Sénat. Je pense que même s'il a accepté siéger au Sénat, il y a une certaine distance par rapport à la vision du Sénat et tout. Il vient pour espérer jouer la carte qu'il faut pour que les revendications qui étaient les siennes aux côtés d'autres amis politiques puissent être satisfaites. Donc, je le voyais moins dans la peau de celui qui se mettrait totalement au service au-dessus de la mêlée. Alors que lorsque vous regardez les attributions du Sénat, vous voyez que le maître mot, eh bien, c'est la neutralité dans l'affirmation de la sagesse. Donc, on demande au Sénat qui peut être appelé valablement le Conseil des sages. D'accord. C'est vrai que vous le disiez, c'était peut-être prévisible, mais au sein déjà de ce Sénat, la présence de Monsieur Paul Roumpin interpelle plus d'un. Donc, on estime que pour avoir été justement candidat challenger de l'actuel chef d'État au poste de président de la République, il n'aurait pas été quand même bien pour son image de le voir siéger au sein du Sénat. Votre avis? Bon, je pense que c'est une thèse qui ne convainc pas, en tout cas qui ne me convainc pas moi. Et là, je m'explique. Oui, allez-y. Le Sénat, cette thèse-là qui veut voir que quelqu'un qui a été candidat challenger du président élu en première Ouagaï, cette thèse qui veut que sa présence au Sénat soit vue comme quelque chose de dérangeant,
ça veut dire que cette thèse part du postulat que le Sénat est une institution du camp Wadaï. Il faut que le Sénat soit une institution du camp Wadaï pour que la présence de Paul Oumpe dans cette institution, alors qu'il n'y a pas longtemps qu'il a été challenger de Ronald Wadaï, ça peut poser problème. Le Sénat est tout sauf une institution de la majorité présidentielle. Le Sénat, c'est une institution de la République. C'est une institution dont le rôle exige davantage même de neutralité. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir que tout sénateur, il lui est proscrit de mener ou de faire parler ses relents partisans. D'accord? Au niveau de les missions qui sont celles du Sénat sont telles que si jamais le Sénat est une institution d'un camp, il y aura problème dans l'appréciation, la gestion des dossiers qui lui seront soumis ou dont il va s'auto-saisir. Donc, à partir de ce moment, une fois que le Sénat n'est pas une institution d'un camp, encore que ce n'est pas une institution aux ordres du chef de l'État, élu, et il y a quelques mois, challenger de Paul Oumpe. Donc, pour moi, le problème ne se pose pas. D'accord. Alors, Jules Léon Kiti, c'est vrai que le règlement intérieur du Sénat adopté avait été dans la foulée validé par la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Dorothée Kossi Sosa. Avant d'en venir là, je voudrais quand même qu'on imagine dans peut-être le meilleur des cas, un scénario probable, puisque les coulisses ont révélé quand même que l'ancien chef d'État Boni Yayi avait été candidat ou avait voulu briguer la vice-présidence du Sénat. S'il avait été élu et que Patrice Talon soit président du Sénat, qu'aurait été le schéma ou le tandem Talon-Yayi à la tête du Sénat béninois? Bon, le tandem, si nous sommes dans les conditionnels, tout à fait. Là, c'est réglé. Maintenant, si Boni Yayi avait été élu vice-président, cela aurait été légal, d'abord. Parce que ça aurait respecté les tests, parce que c'est dit que le président du Sénat et le vice-président du Sénat doivent venir du rang des membres de droit. Donc, soit ancien président de la République, soit ancien président de l'Assemblée nationale, soit ancien président de la Cour constitutionnelle. Boni Yayi remplit les conditions. Il est ancien président. Donc, cela n'aurait rien eu d'illégal. Cela aurait produit deux effets importants aussi. L'effet du buzz, l'effet du croustillant, l'effet qui fera que les gens vont avoir l'appréhension que voilà, les combats, les schémas de système, moi non plus, entre Boni Yayi et Patrice Talon vont continuer. Ils vont se faire de petits coups et puis après, ils vont nous afficher encore qu'ils sont ensemble. Déjà que les deux nous ont dit publiquement quand même qu'ils sont conscients de ce que leur bataille entre eux a dû prendre le pays en otage à un moment donné, en tout cas, ne serait-ce que la scène publique et politique. Patrice Talon ne s'en est pas caché au point d'inviter son grand frère à ce qu'il se retire de la scène politique aussi pour que les deux aillent faire leur atchapoudi. Je pense que le Seigneur a béni leurs préoccupations et les deux se retrouvent là où ils peuvent bien faire leur atchapoudi dans l'intérêt du pays de façon formelle et surtout dans une institution où nous les avons honorés avec cette constitution révisée. Alors, le second effet que cela aurait eu encore, c'est que pour certains, une force de l'opinion, c'est sûr que l'analyse irait dans le sens de on pourrait avoir plus d'équilibre. C'est-à-dire dans le souci de la neutralité qui est exigée donc du Sénat, les gens vont se dire Patrice Talon, président du Sénat, Boni Yayi, vice-président du Sénat, d'accord, les décisions vont être très équilibrées, mais ça, ce n'est qu'une vue d'esprit aussi. D'accord.
Alors, Jules Léandre Kitty, au cours de l'installation de cette institution, on nous a dit, on a suivi que l'une des missions principales, ou sinon la fondamentale du Sénat, c'est de faire respecter et faire observer la trêve politique. Trêve politique, un concept, bon, pratiquement nouveau au Bénin, dont on parle depuis quelques mois. Comment est-ce que cette institution, dirigée par Patrice Talon, pourra faire observer la trêve politique selon vous? Oui, bon, il y a deux niveaux hein, réponse à cette question. Il y a d'abord qu'il faut interroger les modes de saisine ou d'auto-saisine du Sénat par rapport Hmm. à des situations qui Ouais. pourraient être susceptibles de violer hein, les dispositions sur la trêve politique. Hmm. Parce que la trêve politique est instituée par la Constitution. Ouais. Donc on ne viole pas. Et quiconque viole ça là, ne sera convaincu, reconnu convaincu de ces faits de violation de la trêve politique que si on regarde ce qu'on met dans la trêve politique, quelle est l'attitude qu'on attend des acteurs publics et politiques, surtout politiques, et s'il fait le contraire, c'est qu'il a violé. Et quand il a violé, le Sénat va demander à l'entente, va déclencher procédure contre lui, il sera écouté. Et je sais qu'il lui sera donné l'occasion, même ne serait-ce que de s'exprimer lui-même, donc d'une manière de se défendre. Et après, le Sénat va trancher. Vous savez que dans les dispositions, elles ne sont pas adressées seulement, là où il y a des sanctions, ce n'est pas adressé seulement aux partis politiques, aux membres du Parlement ou à d'autres personnalités. Il y a également les citoyens. Donc, si celui qui agit, un acteur politique, qui n'observe pas la trêve, c'est-à-dire pendant 6 ans, là, on le voit manifestement à un moment donné dans cette échéance-là, on le voit en train de mener des activités euh, qui frisent de la compétition électorale, d'accord, des activités qui sont de cet ordre-là, on peut l'interpeller. Donc déjà, le Sénat a une décision pour prendre des mesures conservatoires, demander à l'exécutif, par exemple, de mettre à contribution la force publique, la police pour empêcher ça, que ça continue, et ensuite, écouter la personne, prendre une décision. Si celui-là, ce qu'il fait, il tient à s'entêter ou que c'est suffisamment grave, eh bien, le Sénat prendra ses décisions. Mais je peux vous dire, hein, c'est ça aussi ce qui peut-être amène les gens à dire, mais c'est un gros fétiche. C'est-à-dire qu'on dit, mais sur quelle base, sur quels critères, eux, ils vont trouver que ceci, là, c'est une action d'ordre électoraliste. Et comment on peut distinguer alors l'action purement politique en temps ordinaire? Parce qu'à la fin, la trêve politique ne signifie pas que les partis politiques n'auront pas d'activité. Elles vont avoir, les formations politiques vont avoir des activités, mais pas des activités qui montrent que, bon voilà, ils se battent avec d'autres camps politiques pour conquérir le pouvoir, parce que c'est ça l'esprit de compétition. Et puisque l'esprit de compétition est nécessaire également, parce qu'on finit, quand on fait les mandats, on finit par aller aux élections. Et c'est pourquoi, à 1 an de la fin du septennat, donc après 6 ans, on rouvre la brèche encore pour les activités à relents partisans. Parce qu'à quelques encablures, quand même, d'une élection, il faut permettre aux gens de faire du web, mais il faut qu'ils permettent aux gens de vendre leur label et d'espérer conquérir le pouvoir à l'occasion des élections. Donc, comment ils vont apprécier sur la base de leur règlement intérieur? Bien sûr. Mais non, tous les critères ne peuvent pas être décrits, déclinés dans un règlement intérieur. Il y a, même dans la Constitution, il y a toujours on arrive quelque part face à des cas où on se dit ça là, vraiment, la Constitution n'a pas été totalement claire là-dessus, le règlement intérieur n'a pas été totalement clair là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avec la sagesse qui est, dont sont crédités les membres du Sénat, ils vont aviser selon leurs convictions. Parce que quelque part, ils vont se retrouver comme des juges qui ne disent pas leur nom, parce qu'ils vont pouvoir. Il y a une part du pouvoir du judiciaire quand même qui est un peu renié là, de l'exécutif et du Parlement aussi. D'accord. Alors, sur les 103 articles du règlement intérieur du Sénat, il y a celui 95, donc l'article 95 qui fait beaucoup parler depuis que cela a été rendu public. Cet article dispose du passeport diplomatique des sénateurs.
qui dit, je cite, les sénateurs ont droit à un passeport diplomatique pendant la durée de leur fonction s'ils en avaient à un titre quelconque qui ne relève pas du pouvoir exécutif à leur choix. Ils conservent celui-ci au titre de la qualité en vertu de laquelle il leur avait été délivré. Le conjoint ou la conjointe du sénateur ainsi que ses enfants âgés de moins de 21 ans bénéficient d'un passeport diplomatique. Beaucoup estiment que c'est trop d'avantages élargis justement aux conjoints et aux enfants. Vous savez, quand vous êtes dans des fonctions différentes, c'est supposé que c'est suffisamment absorbant. C'est supposé que ça peut vous amener à en donner suffisamment à la nation et à priver les vôtres de votre présence, de tout ce que vous apportez. Parce que la vie ne s'arrête pas à l'argent. Alors, quand moi je réfléchis à ces avantages qu'on élargit aux conjoints et aux enfants, j'estime que on veut bien que des gens qui, à cet âge-là, après avoir donné autant à la patrie, sont rappelés pour être dans l'action permanente, il faut que leur entourage puisse en profiter. Ce n'est pas l'argent pour donner à leur entourage qui leur manque. Au niveau du Sénat, c'est pas évident. La plupart des gens qui sont là pour des fonctions qu'ils avaient occupées avaient gagné mieux que ce qu'ils vont gagner au niveau du Sénat. Donc, ce n'est pas non plus l'argent qu'ils cherchent. Mais le passeport diplomatique, vous savez ce que ça signifie. Ça ouvre, donne beaucoup de facilité. Imaginez qu'un sénateur veuille faire des déplacements à l'étranger, veuille aller à certains endroits, et que, bon, voilà, lui, il a tous les honneurs de sénateur, et son épouse et ses enfants ont dit, bon, il faut qu'on enquête encore sur eux, le passeport qu'ils ont, on ne peut pas les suivre, leur permettre de suivre le papa ou leur conjoint pour là où ils sont. Et pour un sénateur, le rang où on le met, que sa famille fasse l'objet de trop de tracasseries, c'est quand même dérangeant. Et le passeport diplomatique, c'est vrai, je comprends les citoyens, mais le passeport diplomatique, une fois qu'il est délivré, il ne fait pas perdre de l'argent au pays. Le plus important, c'est l'usage qui en est fait. Et comme celui qui répond vis-à-vis du Sénat, du bureau du Sénat, de la nation, par rapport à cette attribution-là de passeport diplomatique, eh bien, c'est le sénateur lui-même. Voilà que les sénateurs, ils sont comme les membres d'un conseil de sages, des gens sur qui on compte pour être moralement correct, des gens sur qui on compte pour ne pas commettre certaines erreurs. Donc, si l'enfant d'un sénateur prend le passeport diplomatique pour faire n'importe quoi, c'est qu'on aurait regardé le sénateur comme n'importe qui, parce qu'il aurait permis ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je suppose, parce que je ne suis pas dans l'économie des choses, en réfléchissant, il me vient à l'esprit, il m'est suggéré, par mon esprit, que c'est aussi pour cela que pour les enfants, pour l'épouse, on comprend, ou pour l'époux, on comprend, parce que d'ailleurs, de façon ordinaire, avant, quand vous êtes même affecté quelque part à cause du travail et tout, vous avez la possibilité de demander un rapprochement de conjoint pour votre épouse parce que je suppose qu'elle fait partie de votre vie. Et pour les enfants, on a dit moins de 21 ans. Donc, l'enfant qui a moins de 21 ans, on suppose que c'est parce qu'il est encore en âge de suivre ses parents dans ces mouvements-là. Et lui, il est plus enclin à permettre qu'il soit dominé, contrôlé par ses parents qui vont répondre de ce qu'il fait avec le passeport diplomatique que celui qui a au-delà de 21 ans, qui vole de ses propres ailes et qui peut, sans avoir la moindre fonction dans la sphère élevée de la République, détenir le passeport diplomatique. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est trop d'honneur ou trop de choses données aux familles des sénateurs. Et là encore, tout dépendra de l'effort que les sénateurs vont faire pour montrer aux populations béninoises que c'était utile d'avoir le Sénat et que c'était bien fait de les amener, eux, là, particulièrement, au Sénat pour faire cette première mandature qui va donner le ton, dont les résultats vont être déterminants dans le maintien de cette institution dans la Constitution du Bénin ou pas. Bien sûr, merci beaucoup à vous. Il y a d'autres aspects, d'autres dispositions du règlement intérieur qu'on aurait voulu aborder, mais le temps qui nous a imparti est véritablement à sa fin. Jules Léandre Kitty, je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation de décrypter l'actualité liée au Sénat avec nous.
Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Ça fait la première fois que je suis reçu sur le plateau Oui, de Madame Actu TV. Je oui. voudrais déjà vous dire toute mon admiration. Merci beaucoup. Dire que ça a été un plaisir pour moi d'être Merci. ici. Je vous Merci sais beaucoup. très, très professionnel sur les bords. Et je voudrais rendre hommage également à notre sœur, consoeur, Ouais. Nadette Juan, Ouais. qui est la responsable de cette boîte. Puis, big up à jeune et très dynamique équipe technique que vous avez. Hein. Ah, merci beaucoup. Ça fait Des plaisir. couloirs jusqu'à Oui. la réalisation de Oui. l'émission. Moi, j'ai Beaucoup vu de- que bon, le relais est bien tenu Tout à fait. et la relève est assurée. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Jules Léandre Kitty, analyste politique, merci pour ces mots à notre endroit. On continuera, on fait la promesse de continuer par tenir et par maintenir justement le standard de Madame Actu et de l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.